Dans cet épisode, nous parlons avec des filles de leur parcours de réfugiés. Elles partagent leur expérience et les défis qu'elles ont rencontrés, y compris de certains comportements sexuels inappropriés. Ce sont des sujets difficiles et bouleversants qui peuvent susciter des émotions. Écoutez-les tranquillement et à votre aise. N'hésitez pas à faire une pause si nécessaire et à en parler à des proches. D'être réfugiée, surtout une fille, c'est pas facile du tout. N'importe quoi peut arriver à tout moment. Yap. Yapping with the yap. Yapper avec le yap. Yapper avec le yap. Yappen with the yap. Met de yap. Yapping with the yap. Bonjour, je m'appelle Linda. Je suis une des jeunes engagées qui travaille aux côtés de l'ONG Plan International. On est tous des jeunes entre 15 et 24 ans et notre but est de transmettre le point de vue unique des jeunes filles qui vivent des situations de crise humanitaire. On n'est pas des experts. À travers ce podcast, on veut juste porter leur voix pour qu'elles puissent être entendues par le plus grand nombre. Alors, écoutez-nous et partagez ce podcast sans plus attendre. Dans le monde, en 2023, plus de 117 millions de personnes ont dû quitter leur domicile. Ça correspond environ à une personne sur 69 dans le monde. Mais on peut se demander, quelle réalité se cache derrière ces chiffres? Et plus spécifiquement encore, à quel point la question du genre intervient dans le parcours d'un réfugié? Pour répondre à ces questions, quoi de mieux que les adresser à des personnes qui ont vécu directement cette situation? C'est pour ça qu'on accueille aujourd'hui Diana et Khadija. Bonjour et bienvenue. Merci. Diana, je vais te demander d'abord à toi, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je suis d'origine afghane et j'ai vécu dans deux centres, plus spécifiquement, 5 ans. Donc, on va dire j'ai passé un peu ma jeunesse dans les centres de Croix-Rouge. Et toi, Khadija? Déjà, je suis guinéenne. Ça fait 2 ans que je suis en Belgique. Je vis dans un centre, me fait d'asile. On dit réfugié, quoi. J'ai fait une formation mécanique. Ouais. Et c'est tout. Ok, merci beaucoup les filles. D'abord, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être réfugié? À quoi ressemble votre vie, votre quotidien? Pour moi, être réfugié, c'est pas que de venir dans un nouveau pays et d'apprendre la langue seulement. C'est vraiment un changement total, je pense, un changement de vie, un changement d'ambiance, un changement de culture, un changement total, quoi. Voilà. Okay. Pour moi, d'être réfugiée, surtout une fille, c'est pas facile du tout. Déjà, surtout si tu te retrouves dans un pays étranger, sans ta famille, sans tes proches, rien du tout. Il faut vraiment que tu sois forte, quoi. Ouais. C'est quoi les principales différences que vous remarquez, que vous vivez en étant une fille et que les garçons ne vivent pas, eux? En fait, pour moi, les filles, les femmes et les hommes ou les garçons, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a certaines choses que les hommes, eux, ils peuvent faire face à ça que les filles. Moi, je vais pas décortiquer tout. Mais en fait, la manière dont je suis venue, c'est pas facile du tout. La violence, les moqueries. T'as pas de force à te défendre. Mais les hommes, ils peuvent quand même se défendre. C'est ça pour moi. On peut pas rentrer jusqu'au fond, mais je pense que ce que j'ai dit, les gens ils vont comprendre. Je pense que le parcours est vraiment difficile, mais en même temps, c'est pour un meilleur avenir, surtout pour les filles. Parce que, comme Khadija elle a dit, en fait, les femmes, elles ont pas de voix. Chez moi, en fait, en Afghanistan, les femmes, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ils peuvent pas travailler. Ils ont pas le droit de travailler. C'est comme, je veux pas dire ça, mais malheureusement, c'est comme des prisonniers, en fait, à la maison. Il faut aussi qu'on parle un peu aussi pour les hommes, parce que c'est aussi dur, vous voyez. On te dit, t'es un homme, t'es fort, tu peux vraiment travailler pour tes sœurs, pour la famille, t'es l'héritier de la famille, donc il faut vraiment travailler. Donc il y a des choses comme ça qui poussent aussi des hommes de sortir pour dire non, moi je vais étudier, je vais sortir, je vais partir me chercher. Vous voyez, non? Donc il y a certains hommes qui se retrouvent dans ces situations aussi sur la route jusqu'à rentrer en Europe. Mais tu te vois, en fait, avant de rentrer aussi en Belgique,
Je voulais aussi vous demander, parce que tu as parlé que c'était des grands changements à chaque fois de passer d'un centre à l'autre. Et justement, je voulais vous parler d'abord du changement premier, donc le fait d'arriver en Belgique. Est-ce que vous avez ressenti une sorte de choc culturel ou des différences très, très importantes qui vous ont marqué? Oui, il y a un très gros choc culturel. Moi, quand je suis arrivée ici, je savais même pas que la Belgique existait. Pour vous dire à quel point je ne connaissais pas du tout. C'est très différent. Un pays, le climat qui change tout le temps. La langue, je savais pas du tout. Je savais pas du tout parler un mot de français, Oui, même. Je peux vous dire oui. Beaucoup de choses, franchement, même des petits détails qu'on s'en rend pas compte. Par exemple, les expressions faciales. Nous, chez moi, il n'y a pas d'expression faciale. En fait, on parle normalement sans donner d'expression faciale. Et tout est nouveau, en fait. Tout est nouveau ici. Tout, vraiment tout. L'ambiance qui change, les personnes. Voilà, tout change, en fait. En Guinée, en fait, s'il est l'heure de prier, on attend l'appel à la prière. Mais ici, non. Et je ne savais pas ce qu'on appelait rendez-vous. Vous voyez? Donc, tu rates ton rendez-vous, tout ça, c'est un problème. Si on te donne un autre rendez-vous, il faut attendre beaucoup de temps, quoi. Et envers aussi les gens, la langue, et tout ça, c'est un changement d'un coup. Et la manière dont moi, je m'habillais, je portais toujours pagne. Je ne sais pas, vous connaissez ça ou quoi? Non. Pagne. En Afrique, on appelle pagne, oui, tu t'attaches. Mais je suis venue là, toujours je porte des pantalons. Alors que là-bas, les pantalons, c'est pour les hommes. Vous voyez? Et une femme, tu dois porter des pagnes. Donc, c'est ça. Est-ce que pour t'intégrer dans cette nouvelle culture belge, est-ce que tu as su garder toutes tes traditions, tous tes usages, ou alors tu as dû abandonner une partie de ta culture et donc une partie aussi un peu de ton identité? On ne peut pas tout abandonner aussi, même si on est dans un pays étranger, parce que c'est ça qui fait que les gens ils vont savoir d'où on vient. On ne peut pas laisser tout quand même, vous voyez. Ce que je venais de dire, comme par exemple pour attacher pain, j'attache ça dans la chambre, mais je ne peux pas sortir dehors, parce que je sais si je sors comme ça dehors, faut c'est obligatoire, il y a des gens qui vont me regarder bizarre quand même. Je pense que tu deviens une nouvelle personne parce que tu apprends la langue, tu apprends la culture, mais d'un autre côté, il y a ta culture aussi que tu as grandi avec, qu'on t'a éduqué. Et c'est très dur. En fait, à un moment donné, tu ne sais pas si tu appartiens à cette culture ou tu appartiens à ta culture, à toi. C'est important de balancer les deux un peu, on va dire, et de savoir vivre avec et de faire ce que tu penses est le mieux pour toi dans les deux cultures. Dans l'actualité, on parle souvent de migration, de réfugiés, etc. Et tout ça, ça collabore à créer une certaine idée dans l'esprit des gens. Et donc, chacun a un peu sa propre perception des réfugiés. Mais comme on se doute, elle n'est pas forcément exacte. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez apporter à cette perception, démentir certaines choses que les gens pensent et qui pourtant sont juste des constructions selon vous et que vous retrouvez souvent confrontés avec? Oui, je pense que beaucoup de gens ne savent pas le vrai côté des réfugiés déjà, parce que s'ils savaient, ils seraient beaucoup plus ouvertes, on va dire. La procédure, venir dans un centre, faire 2 interviews, même 3 s'il faut. C'est tout des trucs qu'ils savent pas, en fait. Moi, j'ai des amis, en fait, ils savent même pas que les centres d'accueil, ils existent. En fait, tellement ils savent pas. Pour moi, il y a personne qui a souhaité vraiment de se voir dans cette situation comme nous. C'est pas facile du tout, mais ils ne sont pas méchants. Oui, je pense que les gens ils se rendent pas compte que nous aussi, on est des humains, en fait. On a une vie avant, on a notre identité. Ils nous mettent l'étiquette réfugié, c'est tout, en fait. Pas plus que ça. C'est vraiment des stéréotypes parce que, encore une fois, ils savent pas. En fait, je pense qu'il faut plus sensibiliser les gens par rapport à le fait d'être une réfugiée, comment ça se passe et tout.
Maintenant, je voudrais vous poser une question un peu plus délicate et un peu plus spécifique aussi. C'est quoi, pour vous, la vie dans un centre? En fait, d'abord, quand on arrive ici en Belgique, les réfugiés, ils sont emmenés dans un centre temporairement, on va dire. Ensuite, ils sont emmenés dans un centre où c'est pas temporaire pour eux. Il y a une chambre par famille, parce que moi, j'étais en famille, du coup, on avait une chambre par famille. En fait, il y a des centres où c'est que des familles. Il y a des centres où c'est des ménages, des gens non accompagnés. Il y a des centres où il n'y a que des hommes. Donc, ça dépend vraiment des centres. Pour moi, comme je suis toute seule, parfois tu peux vivre avec 4 personnes ou 5 personnes. C'est petit, tout ça c'est difficile. On n'a même pas la même culture, on ne vient pas du même pays, et on ne sait pas l'autre il est malade ou pas. On ne connaît pas tout ça, vous voyez, non? Donc, on vit dans quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Nous sommes presque 180 et quelques personnes dans nos centres et tu vas utiliser la même toilette que les autres. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui n'est même pas facile du tout. Même toilette, même douche. Parfois, on attrape même l'infection. Mais on ne peut rien faire du tout. Il faut rester parce que tu te bats pour ta vie. Oui, surtout quand tu es une fille, là, tu es vraiment beaucoup plus à risque que les hommes parce que n'importe quoi peut t'arriver à tout moment. Par exemple, moi, j'ai vu une situation qui m'a terrifiée, mais vraiment terrifiée. Et quand j'étais au centre, en fait, c'était une fille qui se douchait. Et comme les portes, en dessous des portes sont ouvertes, et au-dessus aussi, et du coup, n'importe qui peut venir et te voir, en fait, en train de te doucher. Et il s'est passé ça, malheureusement. Et il y a quelqu'un qui est venu voir une fille se doucher. Et en fait, la fille, la pauvre, elle a été traumatisée par ça, franchement. Justement, je voulais vous demander à toutes les deux, quels conseils vous donneriez à une jeune fille qui serait confrontée à la même situation que vous? En fait, être une réfugiée, c'est déjà difficile, mais être une fille en tant que réfugiée, c'est plus difficile. Moi, je dirais plus de pas lâcher, parce que je sais que c'est difficile, en fait, on peut rien y faire. Mais il faut se dire que ça ira mieux. Parce que moi, en fait, ça a été mieux pour moi. Il y aura toujours des résultats à la fin. C'est quelque chose qui n'est pas facile du tout, qui n'est vraiment pas facile du tout, mais on peut rien faire du tout. On peut rien faire. Juste ce que moi, quand même, je peux dire, c'est de ne pas abandonner et d'être toujours forte, de regarder derrière nous ou de regarder derrière eux, ce qu'ils ont vraiment traversé, de se dire toujours que ça peut aller, que ça peut avancer, quoi. Est-ce que toi aussi, tu remarques que c'est plus difficile d'être une fille dans un centre? Je peux dire oui. Ils peuvent te violer, ils peuvent te parler mal, ils peuvent, par exemple, tu te laves et il y a d'autres personnes qui te regardent comme elle vient de dire. Oui, franchement, c'est terrible. Ça traumatise, ouais, en fait. C'est quelque chose comme ça, quoi. C'est un peu comme ça. Ouais, c'est comme ça. On n'a pas le choix quand même. Surtout quand t'es une... Pardon de te couper. Oui. Surtout quand t'es une fille. En fait, quand t'entends des trucs comme ça, surtout quand t'es en famille, t'as peur pour tes sœurs, t'as peur pour ta mère, t'as peur pour toi-même. En fait, tu sais pas si un jour ou l'autre, tu vas vivre la même situation. Parce qu'on sait jamais. C'est un centre, en fait. Et t'as vraiment peur. Un point qu'on n'a pas encore abordé, je voudrais vous demander, c'est quoi être une fille en Afghanistan et c'est quoi être une fille en Guinée? Être une fille en Afghanistan, c'est très différent qu'ici. C'est de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas pouvoir faire ce que les hommes y font. Par exemple, maintenant, surtout à cause des talibans, malheureusement, les filles, elles peuvent pas aller à l'école. Elles peuvent pas sortir sans un homme. Elles peuvent pas sortir trop tard. Par exemple, elles peuvent pas parler à voix haute. Mais en fait, heureusement que je suis ici. Je vais à l'école, je fais tout en fait qu'une fille en Afghanistan, elle ne peut pas faire en ce moment, malheureusement. Mais quand je pense aux filles qui sont là-bas et qui sont en train de souffrir, qui sont en train de vivre cette situation,
En fait, je sais même pas quoi dire tellement je suis choquée en fait quand j'entends et de ce que j'ai vu, parce que j'ai vécu en Afghanistan quelques années et c'est très différent en fait, c'est très différent de la Belgique. En Guinée, c'est pas la même chose. Tu peux pas regarder en face, tu peux pas dire ce que vraiment tu veux pas faire. Là-bas, c'est comme ça. Tu n'aimes pas quelque chose dans la famille, t'as pas le droit de dire non, j'aime pas, non, ça quand même je veux pas, vraiment je veux pas. Mais ici, je vois des gens qui disent non, j'aime pas ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Mais là-bas, c'est pas la même chose. Il faut que tu acceptes ce qu'on t'a dit. Et t'es obligé aussi, obligé. Tu veux ou tu veux pas, il faut que tu acceptes ce qu'on te dit. Comme par exemple, quelqu'un, il y a un monsieur qui veut te marier comme ça, par exemple. Tu l'aimes pas, mais la famille va t'obliger de dire, ouais, ça, c'est pour toi. Ça, c'est ton avenir. Lui, c'est ton mari. Parfois, tu connais même pas le mari qu'on te parle. Parfois, on te dit, t'as un mari. Mais parfois, tu dis vraiment non, je crois pas comme ça. Tu penses que vraiment, on te raconte une blague. Mais d'un coup, un jour, on t'envoie un vieux que c'est ton mari, ça. Tout ça, c'est obligé. Alors qu'ici, c'est le contraire. Tu es libre de ce que tu fais ici. Mais là-bas, c'est pas la même chose, c'est le contraire. Je voudrais vous demander quel message vous voudriez faire passer à des jeunes Belges qui nous regardent, qui nous écoutent et qui voudraient essayer de se mobiliser ou d'être un peu plus des citoyens actifs pour essayer de faire un peu changer les choses. Des gens qui vivent déjà avec les parents, les familles, c'est quelque chose vraiment qu'ils doivent vraiment être fiers de ça et contents de ça parce que, comme quant à nous, qu'on n'a pas choisi d'être. Comme par exemple, avec la famille, tu as des amis, des potes, des frères et sœurs, ou ton papa, ta mère, tes cousins, tes cousines qui sont toujours là pour toi. Et ça, c'est un grand cadeau. On doit plus les sensibiliser par rapport aux réfugiés qui viennent d'arriver ici, parce que c'est pas facile du tout pour nous. Je pense qu'après tout, on est des humains. Et il faut être plus gentil et plus ouverte. Je suis tout à fait d'accord. Et pour finir sur une note un peu plus positive, quels seraient vos rêves, vos plans pour un futur plus ou moins proche? Quand j'étais au centre, en fait, j'étais aux études d'esthétique. J'ai eu mon diplôme et là, je suis en train d'étudier. Je suis en bac 1 en assistance sociale. Parce que quand j'étais au centre, en fait, j'ai vu beaucoup d'assistants sociaux et ça m'a vraiment inspirée parce que j'ai vu comment ils aidaient les gens, en fait, et ça m'a vraiment inspirée pour de faire ce métier-là. Et donc là, pour le moment-là, je suis aux études, quoi. En fait, moi, j'ai pas beaucoup avancé d'abord et je fais la mécanique. Parce que j'aime beaucoup la mécanique. J'aime beaucoup travailler avec les voitures, tout. Je suis trop active. Ouais, j'aime bien tout. Super. Quoi. Merci encore pour ce dernier témoignage, les filles. Merci à vous, Linda. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à regarder le précédent podcast si ce n'est pas encore fait et à nous suivre sur tous les suivants parce que chaque action compte et en simplement écoutant ces podcasts, vous donnez des voix à celles qui d'habitude n'en ont pas.